Imaginez une tranquille rue de banlieue un samedi matin d'un long week-end d'août. L'air est calme, les maisons sont silencieuses. C'est l'image même de la paix domestique. C'est dans ce décor, à North Delta, en Colombie-Britannique, qu'un cauchemar a commencé. La famille Bowen venait d'emménager ici, sur l'avenue 94A, un mois seulement auparavant. Ils étaient de nouveaux visages dans un quartier aux routines bien établies, un détail qui allait s'avérer crucial. À l'intérieur de leur nouvelle maison, un investissement financier représentant l'espoir d'un avenir meilleur, Barbara Bowen s'est réveillée pour faire face à la plus grande terreur d'un parent. Son lit était vide. Sa fille de 3 ans, Cassie Rose Bowen, n'y était pas. Elle avait disparu au cœur de la nuit, ne laissant derrière elle aucun indice, aucun signe de lutte, aucune réponse. Juste un silence assourdissant et une question qui allait hanter des vies entières. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une enfant disparue. C'est la chronique de l'effondrement total et dévastateur d'une famille, une histoire où la perte initiale a déclenché une réaction en chaîne de tragédies, chacune plus sombre que la précédente. La valeur d'une vie est inestimable, mais la perte de celle de Cassie a engendré un coût humain et émotionnel bien au-delà de toute compréhension. Restez avec nous sur Traces perdues pour plonger dans une affaire qui, même après plus de 30 ans, refuse de livrer ses secrets. Et si vous croyez que chaque affaire non résolue mérite d'être racontée, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Au cœur de ce mystère se trouve une petite fille dont le souvenir est préservé à travers les descriptions fragmentées de ceux qui l'aimaient. Cassie Rose, Mary, Dora Bowen, née le 18 juillet 1986, venait de fêter ses 3 ans. Elle était petite, mesurant environ 90 cm et pesant à peine 13 kilos. Ses cheveux roux coupés courts et ses yeux bruns lui donnaient un air espiègle. Un détail physique, noté méticuleusement dans chaque dossier de police, est devenu sa signature posthume, un éclat sur son incisive supérieure gauche. Les souvenirs de sa famille peignent un portrait complexe. Sa grand-mère, Olga Bowen, se souvient d'elle comme d'une adorable petite fille, pleine d'énergie. Sa mère, Barbara, la décrivait comme timide, une amoureuse des animaux. En revanche, le fiancé de Barbara, Jonathan Poyle, a dit aux journalistes que Cassie était indépendante, curieuse et athlétique, capable d'ouvrir seule les portières de voiture et les portails. Ce trait de caractère, cette indépendance précoce, deviendra un pivot central dans les théories selon lesquelles elle aurait pu s'éloigner d'elle-même. Sa tante Beverly l'appelait affectueusement « souris », se rappelant qu'elle était silencieuse comme une souris, mais qu'elle avait du cran. Ces fragments de mémoire sont tout ce qui reste de la personnalité vibrante qui a été effacée cette nuit-là. Le dernier jour où Cassie a été vue, le 4 août 1989, a commencé par une célébration familiale, un barbecue chez une tante. Les sources varient sur le lieu exact, certains parlant de Coquitlam, d'autres de Maple Ridge. Le soir, la sœur de Barbara, Beverly, a ramené la famille à leur nouvelle maison. Elle a aidé à mettre Cassie au lit avant de partir. C'est alors qu'une ambiguïté cruciale apparaît dans la chronologie. Jonathan Poyle a quitté la maison pour montrer à Beverly le chemin vers le pont Alex Fraser. Combien de temps est-il parti? À quelle heure est-il revenu? Personne ne le sait avec certitude. C'est dans cette fenêtre de temps incertaine que Cassie a disparu, entre 2h et 9h du matin. Le fait que la famille soit nouvelle dans le quartier a profondément compliqué l'enquête. Sans routines établies, sans lien avec les voisins, la probabilité que quelqu'un remarque une voiture suspecte ou un visage inconnu était quasi nulle. Le coût de cet anonymat s'est avéré immense. De plus, Cassie elle-même ne connaissait pas son nouvel environnement. Aurait-elle vraiment erré loin de chez elle dans un lieu si étrange et sombre? Ou est-ce que cette méconnaissance des lieux suggère que le coupable connaissait la famille, éliminant ainsi la théorie d'un prédateur opportuniste et pointant vers une connaissance intime, quelqu'un qui n'avait pas besoin de surveiller la famille pour connaître ses habitudes ou la disposition de la maison? La découverte du lit vide de Cassie a déclenché une mobilisation immédiate et massive. La communauté de North Delta secouée s'est ralliée. Des dizaines, voire des centaines de volontaires ont rejoint la police pour ratisser le quartier.
Des chiens pisteurs ont été déployés, chaque buisson, chaque garage a été fouillé, tandis que Barbara et Jonathan, désemparés, criaient le nom de leur fille dans les rues. L'ampleur de l'effort était impressionnante, mais sa brièveté était encore plus troublante. Après 3 jours de recherches intensives, qui n'ont absolument rien donné, la police a officiellement mis fin aux recherches sur le terrain. Le coût financier et logistique d'une telle opération est énorme, et l'arrêter si vite signifiait une chose. Il n'avait absolument aucune piste à suivre. Le travail initial de la police à l'intérieur de la maison a révélé une absence d'indices encore plus profonde et déconcertante. Le constat le plus critique fut qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Cette seule information ouvrait 2 possibilités terrifiantes. Soit la porte avait été laissée ouverte, soit la personne qui a pris Casey avait un accès légitime à la maison. Une première lueur d'espoir, un voisin pensant avoir vu la fillette aux cheveux roux jouer sur son porche ce matin-là, s'est rapidement éteinte, l'observation n'ayant jamais pu être confirmée. Dès le début, les enquêteurs ont été confrontés à un vide probant qui les a forcés à jongler avec des théories multiples et contradictoires. Premièrement, la fugue. Casey, l'enfant indépendante, aurait quitté la maison et se serait perdue ou aurait eu un accident. Deuxièmement, l'enlèvement par un inconnu, un crime d'opportunité ou un acte prémédité. Troisièmement, un acte criminel commis par une personne connue, qu'elle ait été blessée accidentellement ou intentionnellement par un proche. Et enfin, une théorie plus sinistre, reflétant une réalité économique brutale, qu'elle ait été vendue, peut-être pour régler une dette de drogue, transformant une vie d'enfant en simple marchandise. Dans les enquêtes sur les enfants disparus, les 24 à 48 premières heures sont cruciales. Le fait qu'une recherche d'une telle envergure n'ait révélé aucune trace est exceptionnellement rare. Normalement, un morceau de vêtement, une empreinte, un témoignage finit par émerger. Le vide total dans l'affaire Casey Bowen était anormal. En l'absence de preuves pointant vers l'extérieur, le protocole d'enquête standard se tourne inévitablement vers l'intérieur, vers la famille. Ce vide a défini la trajectoire de l'affaire pour les 30 années suivantes, créant un mystère défini non par ses indices, mais par leur absence déroutante. Sans pistes extérieures, l'enquête s'est inévitablement resserrée sur le cercle familial. Les déclarations et les actions des adultes présents cette nuit-là ont été passées au crible, et les dynamiques relationnelles au sein du foyer sont devenues le cœur de l'affaire. Barbara Bowen, la mère de Casey, était au centre de cette attention. Sa sœur, Beverly, a toujours insisté sur le fait que Barbara vivait pour ses enfants et ne leur aurait jamais fait de mal, tout en admettant que sa sœur était troublée. Cette dualité s'est reflétée dans les interactions de Barbara avec la police. Au fil des ans, elle aurait donné plusieurs versions différentes des événements, un fait qui a gravement nui à sa crédibilité et alimenté les spéculations. Un utilisateur de Reddit, après des recherches approfondies, a noté que dans une interview de 1991, l'histoire de Barbara sur la nuit de la disparition avait changé de façon spectaculaire par rapport à son rapport initial. Pour vérifier les récits, les enquêteurs ont eu recours à des tests polygraphiques. Le père biologique de Casey, Donald Bowen, qui vivait à Saskatoon, a été rapidement et définitivement innocenté après avoir réussi son test. Ses parents et la sœur de Barbara, Beverly, auraient également passé le polygraphe, leur innocence ne faisant aucun doute, leur évitant ainsi le fardeau financier et psychologique d'être des suspects à long terme. Cependant, les résultats des 2 adultes présents dans la maison étaient plus ambigus. La police a jugé le résultat du polygraphe de Barbara satisfaisant, mais celui de son fiancé, Jonathan Pwill, a été constamment décrit comme peu clair, la police refusant de divulguer le résultat exact. Cette ambiguïté, combinée à sa présence sur les lieux, a cimenté son statut de personne d'intérêt, une étiquette qui ne lui a jamais été retirée. En 1995, Pwill a déménagé en Corée du Sud pour enseigner l'anglais, bien que sa relation avec Barbara se soit poursuivie à distance. Il est revenu pour les funérailles de Barbara en 2001 et a été réinterrogé, mais selon le sergent à la retraite Mike Leary, ce fut la dernière fois que les enquêteurs lui ont parlé officiellement. Les déclarations contradictoires et les questions non résolues ont créé une atmosphère de suspicion qui ne s'est jamais dissipée.
Ceci est un cas qui met en lumière les failles du système et le poids du chagrin. Si cette histoire vous touche et que vous souhaitez voir plus de cas comme celui-ci, traités avec la même profondeur, pensez à laisser un commentaire pour nous le faire savoir et à soutenir la chaîne. Votre engagement nous aide à continuer à donner une voix à ceux qui n'en ont plus. Après l'effervescence initiale, l'enquête sur la disparition de Casey Bowen est entrée dans le rythme long et frustrant d'une affaire classée sans suite, une cold case. Le département de police de Delta a toujours maintenu que le dossier numéro 89-800-520 restait actif, comme c'est la procédure standard pour toutes les personnes disparues. En 2019, lors du 30e anniversaire de la disparition, l'inspecteur Guy Leeson a confirmé que ses officiers enquêtaient toujours sur les quelques renseignements qui parvenaient chaque année, mais aucun n'a jamais abouti. Pour maintenir l'affaire dans la conscience publique, les autorités ont périodiquement publié des portraits vieillis de Casey, créés par la Société pour les enfants disparus du Canada. Ces portraits robots, montrant à quoi Casey pourrait ressembler en tant que jeune femme, étaient des outils cruciaux, un investissement dans l'espoir que quelqu'un quelque part puisse la reconnaître. Ces efforts ont mené à des moments de faux espoir et à des impasses douloureuses. Au fil des décennies, plusieurs femmes se sont présentées, se demandant si elle pouvait être la petite fille disparue. À chaque fois, des tests ADN ont confirmé qu'elle n'était pas Casey Bowen. En 2015, un tuyau prometteur a suggéré qu'une femme de la région de Vancouver ressemblait fortement au portrait vieilli le plus récent. Mais comme les autres, cette piste n'a mené nulle part. D'autres signalements ont indiqué des observations possibles dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, à Kelowna ou Kamloops, mais sans jamais être corroborées. Pour la famille, ces décennies d'incertitude ont été un exercice de douleur sans fin. La grand-mère paternelle de Casey, Olga Bowen, a parlé de ce mélange d'espoir et de deuil, disant que parfois, quand le téléphone sonne, elle pense encore que ça pourrait être Casey. Son souhait pour sa petite fille est d'une simplicité déchirante. Si elle est en vie, qu'elle soit heureuse, et sinon, que son âme repose en paix. L'affaire a également laissé une marque indélébile sur les enquêteurs. Le sergent à la retraite Mike Leary, qui a travaillé sur le dossier pendant 9 ans, a avoué « Je pense tout le temps à Casey Bowen. Chaque fois que je regarde ma petite fille, je pense à ce qui est arrivé à Casey Bowen et à quel point ça a dû être terrible pour les parents et les grands-parents. Le temps n'a pas apporté de réponse, seulement un silence plus profond et un sentiment d'injustice qui pèse lourdement. Un passif émotionnel qui ne sera jamais soldé. Le poids de l'inconnu s'est avéré être un fardeau insupportable pour Barbara Bowen. Le samedi 28 avril 2001, près de 12 ans après la disparition de Casey, Barbara a terminé son service dans un magasin de beignets, s'est rendue dans un pub local, puis a marché jusqu'au pont Pattullo. Là, elle a enjambé la rambarde et a sauté. Son corps a été retrouvé le lendemain dans le fleuve Fraser. Sa mort a ajouté une nouvelle couche de mystère à l'affaire. La plupart des sources, comme celle de l'auteur Eve Lazarus, affirment que Barbara n'a pas laissé de mots, laissant ses motivations à l'interprétation de ces circonstances tragiques. Cependant, une publication Reddit d'un chercheur passionné suggère qu'une lettre de suicide et 2 dessins pour ses autres filles auraient pu être trouvés, bien que leur contenu reste inconnu. A-t-elle emporté un secret dans la tombe ? Ou a-t-elle simplement succombé à un chagrin qui avait érodé son âme pendant plus d'une décennie? La question reste douloureusement ouverte. La mort de Barbara n'était pas seulement une tragédie personnelle. Elle a provoqué une onde de choc dans l'affaire elle-même. L'attention médiatique renouvelée a généré un flot de renseignements à la police de Delta. Ces funérailles ont également fourni aux enquêteurs une opportunité rare. Jonathan Poile, vivant à l'étranger depuis des années, est revenu pour la cérémonie et a été réinterrogé. Bien que cela n'ait pas conduit à une percée, c'était un moment clé pour réengager la principale personne d'intérêt. Au moment du suicide de sa mère, le noyau familial des Bowen s'était complètement désintégré. Barbara et Jonathan Poile s'étaient séparés, et la sœur cadette de Casey, Stacy, qui n'était qu'un bébé lorsque sa sœur a disparu, était maintenant dans le système de placement familial de la Colombie-Britannique. Orpheline de fait, sa vie était une conséquence directe du traumatisme qui avait fait voler sa famille en éclats. Son placement en famille d'accueil
une solution censée lui offrir une sécurité et un avenir, allait la mener au prochain chapitre dévastateur de l'histoire de cette famille maudite. La dette émotionnelle contractée le jour de la disparition de Casey continuait de réclamer son dû, génération après génération. La vie de Stacy Bowen a été irrévocablement façonnée par une tragédie dont elle n'avait aucun souvenir. Ballottée par le système de protection de l'enfance, elle s'est retrouvée dans la maison de Tim Bachman, membre fondateur du célèbre groupe de rock canadien Bachman Turner Overdrive, BTO. La fortune et la célébrité de Bachman contrastaient violemment avec la vulnérabilité de la jeune fille qui l'accueillait. En 2013, Stacy Bowen, alors âgée de 24 ans, a témoigné contre lui devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, l'accusant d'agressions sexuelles multiples commises entre 2000 et 2004, alors qu'elle avait entre 11 et 14 ans. Dans un acte de courage immense, Stacy a demandé la levée de l'interdiction de publication protégeant son identité. « Je n'ai pas peur », a-t-elle déclaré. « Je veux que les gens sachent qu'il est acceptable d'en parler. » Le procès qui a suivi est devenu une illustration brutale de la manière dont le passé traumatique d'une victime peut être instrumentalisé pour saper sa crédibilité. L'avocat de la défense de Bachman s'est concentré intensément sur le passé de Stacy, la disparition de sa sœur, le suicide de sa mère, son parcours chaotique en famille d'accueil et sa propre dépendance au crystal meth. La défense a soutenu que ce traumatisme profond, combiné à sa consommation de drogue, avait affecté sa mémoire, suggérant que ses souvenirs d'abus pourraient être des flashbacks imaginés. La valeur de son témoignage était systématiquement dépréciée, son histoire personnelle utilisée comme une arme contre elle. Finalement, Tim Bachman a été déclaré non coupable de toutes les accusations. Le raisonnement du juge Neil Brown était nuancé. Il a conclu que le témoignage de Stacy, marqué par des incohérences, n'était pas assez fiable pour satisfaire la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable requise en matière pénale. Cependant, il a tenu à préciser « Je n'ai pas trouvé que Mme Bowen était un témoin délibérément malhonnête. Le verdict n'était pas une déclaration que les abus n'avaient pas eu lieu, mais une constatation juridique que les preuves étaient insuffisantes. Ce fut un échec systémique. Le crime initial, la disparition de Casey, a créé une famille traumatisée, menant à la mort de Barbara et au placement de Stacy. Ce placement, destiné à la protéger, l'a mise dans une position de vulnérabilité extrême. Et lorsque Stacy a finalement cherché la justice, le traumatisme même qui avait défini sa vie a été utilisé pour démanteler sa crédibilité devant un tribunal. La tragédie originelle est devenue la condition préalable de la suivante, puis une défense contre elle. Un cycle de victimisation dévastateur. Des décennies après sa disparition, la recherche de Casey Bowen se poursuit, aidée par la technologie moderne et un intérêt public qui ne faiblit pas. Le plus grand espoir de résolution réside désormais dans la généalogie génétique. La police a soumis le profil ADN de Casey à des bases de données généalogiques. L'espoir est que si elle est en vie, ignorant peut-être ses origines, elle pourrait un jour utiliser un service commercial comme Ancestry. Comme 23andMe, une correspondance même avec un parent éloigné pourrait fournir la première piste tangible en plus de 30 ans. Un investissement technologique qui pourrait enfin payer. L'affaire a également trouvé une nouvelle vie à l'ère numérique. Elle a fait l'objet de nombreux podcasts de True Crime comme Cold Case Canada et The Trail Went Cold qui la présentent à une nouvelle génération. Les communautés en ligne, en particulier sur Reddit, sont devenues des archives vivantes. Les utilisateurs y discutent de théories, partagent des souvenirs, comme cet utilisateur qui se souvenait d'avoir trouvé étrange la présence de Jonathan Poile dans un camp d'été en 1989 et tente même de retrouver des éléments liés à l'affaire, comme une chanson intitulée Casey Rose, qui aurait été écrite pour sensibiliser le public en 1989. En synthétisant plus de 30 ans d'informations, plusieurs théories fondamentales demeurent. La plus optimiste est que Casey a été enlevé et est toujours en vie quelque part, sans aucun souvenir de sa famille biologique. C'est le moteur derrière l'utilisation des portraits vieillis et des bases de données ADN. Cependant, l'absence d'effraction, combinée aux questions non résolues entourant le polygraphe de Jonathan Poile et les déclarations incohérentes de Barbara Bowen,
garantit que la théorie d'un acte criminel commis par une personne connue reste au premier plan de toute analyse. Le manque de preuves tangibles continue d'être le gardien le plus fidèle des secrets de cette affaire. La disparition de Casey Bohun, le 5 août 1989, n'était pas un événement unique et isolé. Ce fut le catalyseur d'une tragédie multigénérationnelle qui a méthodiquement démantelé une famille. L'histoire est un triptyque de vies brisées. Casey, la petite fille aux cheveux roux et à la dent ébréchée, qui s'est évanouie dans la nuit. Barbara, la mère troublée qui a finalement été consumée par un chagrin et un mystère qu'elle ne pouvait plus supporter. Et Stacy, la victime oubliée dont l'enfance a été définie par la perte, le suicide et un voyage à travers un système qui a échoué à la protéger, puis a mis en doute sa vérité. Depuis plus de 30 ans, l'affaire reste officiellement ouverte. Un testament à l'espoir fragile, mais tenace de sa famille restante, des enquêteurs dévoués et d'un public qui n'a jamais oublié. Le scénario le plus optimiste est que Cassie est vivante, heureuse, et qu'un test ADN pourrait un jour la ramener chez elle. Le plus tragique est que le secret de ce qui lui est arrivé est mort avec sa mère ou repose chez quelqu'un qui n'a jamais parlé. Bien qu'une résolution puisse un jour être trouvée grâce à la science ou à une confession tardive, les dommages profonds et permanents infligés à la famille Bohun constituent l'héritage le plus certain et le plus dévastateur de cette affaire. Quelle est votre théorie? Pensez-vous que la vérité éclatera un jour? Partagez vos réflexions respectueuses dans les commentaires. Abonnez-vous à Traces perdues et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures enquêtes approfondies.